tous. Mon ami Oscar et moi, nous vous souhaitons la bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Vous avez été nombreux à nous soumettre vos questions sur www.enpleineforme.net. Nous avons sélectionné 3 questions pour nos 3 spécialistes. Bonjour à tous. Bonjour Myriam. Alors tout d'abord, Anne-Frédérique Nahas, qui est sexologue. Ensuite, Jean-Daniel Chalot, qui est conseil et coach en entreprise. Et enfin, Philippe Vernois, qui est spécialiste de l'hypnose et de la PNL. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Nous allons débuter par une question sur le trac qui est posée par Juliette, qui nous dit qu'elle est étudiante au conservatoire de musique. Elle a un problème lors des examens, elle perd tous ses moyens lors de son examen de piano. Elle a un trac fou. La PNL ou l'hypnose peut-elle l'aider ? On va utiliser les deux. On va utiliser ses émotions, puisqu'elle a des émotions négatives qui la bloquent. C'est un réflexe naturel que d'être bloqué par quelque chose qui vous stresse, niveau stress très haut. On va utiliser des émotions positives. On va aller stocker des moments d'émotions positives. On va faire un petit peu des conserves d'émotions. On va lui remettre en mémoire des moments où l'émotion était très très forte et très positive, des événements qu'elle a vécus qui l'ont portée. Et on va venir, alors c'est très simple, c'est Pavlov. Pavlov avait éduqué un chien à réagir à un son. On va ancrer ça, c'est-à-dire qu'on va prendre une émotion positive et on va venir l'ancrer à un stimuli. Stimuli-réponse. Chaque fois que ce stimuli sera déclenché, en l'occurrence, on lui fera faire un appui sur le poignet ou un geste comme ça, un geste signal, on appelle ça, qui va déclencher automatiquement l'émotion positive. Donc on va en prendre plusieurs. Alors, on peut composer des cocktails d'émotions pour faire ces conserves et on va venir les empiler. On va chercher les émotions qui correspondent à ce à quoi elle va être confrontée. Si elle a besoin de passer un examen et qu'elle a besoin dans cet examen-là d'être en position de gagnant, on va venir chercher des réflexes gagnants. Ces émotions internes vont générer ces comportements. Donc on va empiler ces émotions et venir les ancrer soit sur un appui physique, corporel, soit sur un geste qu'elle peut déclencher. Donc avant son examen, elle fera ce geste qui déclenchera en elle une sensation positive et là, son trac va se dissiper. Totalement. Et elle va être envahie par l'émotion positive. On va prendre des moments de victoire. Alors, si elle fait un peu de sport et qu'elle a eu des victoires en sport, on va prendre ces moments-là, lui faire revivre et venir ancrer ses émotions. Et on peut mixer des émotions comme ça qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires, qui sont des boosts, des émotions plutôt énergisantes et positives. Et elle n'aura qu'à appuyer sur le bouton pour qu'automatiquement ça réapparaisse en elle. Est-ce que vous pouvez nous mimer des gestes que vous conseillez lors de vos séances ? Il y en a un qui est célèbre, c'est « yes ». Ce geste-là, c'est un geste de victoire. Que vous utilisez beaucoup en PNL ? Pour ma part, non, mais j'ai un ami qui travaille avec des managers et qui utilise « yes » très fortement parce qu'il dit « yen, euro, dollar ». Et ça les motive bien. Pour notre sujet, ça sera différent. On va prendre quelque chose de plus discret, ce genre de geste-là, par exemple, ou juste un appui à l'intérieur avec le pouce comme ça, qui va automatiquement déclencher l'émotion. Et combien de temps pour acquérir ce geste ? Un petit quart d'heure. En un quart d'heure ? Oui. Ensuite, elle pourra l'utiliser lors du prochain examen de piano. Quand elle veut. Super. On génère une émotion et puis on lui fait répéter dans les jours qui viennent de manière à rendre ça, plus vous l'apprenez, plus ça devient automatique. Et après, à chaque fois qu'elle fera ça. Alors, on me dit qu'en régie, on a beaucoup apprécié votre geste. Est-ce que vous pouvez le refaire pour qu'on le mémorise bien ? Le yes. Yes. Écoutez, j'espère. Sans transition, on va passer aux animaux. Et là, la phobie des animaux, les Français adorent les chiens, adorent les animaux domestiques, mais certains en ont peur. C'est justement le cas de Manuela, qui est mère de famille et qui dit que ses enfants veulent un chien, mais malheureusement, elle a la phobie des animaux. Elle aimerait leur faire plaisir, mais elle a un gros problème là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut y remédier facilement. Sans hypnose, juste en PNL, on va y remédier facilement. Nos phobies viennent de souvenirs traumatiques. On a vécu une agression D'accord. canine. Alors juste avant, quelle est la différence entre PNL et hypnose ? Alors la PNL, c'est la définition. Programmation neurolinguistique. On va travailler de manière consciente. On va utiliser la façon dont notre cerveau encode l'information, globalement. C'est une grosse caisse à outils dans laquelle on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'intervenir au niveau émotionnel, au niveau comportemental ou au niveau encodage. Et là, c'est plutôt ça que l'on va utiliser. D'accord. On va plutôt intervenir sur
d'abord trouver le souvenir traumatique chez la personne, quel est l'événement qui a créé la phobie. Ça peut être une agression par un chien étant enfant, quelque chose comme ça. Des fois, ça peut être un peu long. On peut passer entre un quart d'heure et une séance pour identifier cet événement-là. Une fois qu'on a cet événement, il y a aussi le cas où on ne peut pas y avoir accès, on va reconstituer à ce moment-là un événement. Une fois qu'on a cet événement-là, on va à ce moment-là faire revivre l'événement à la personne plusieurs fois. D'accord. Pour la désensibiliser, en fait. Vous la désensibiliser, mais de manière à dissocier, de manière à ce qu'il n'y ait pas de charge émotionnelle dessus. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas le souvenir, mais la charge émotionnelle liée au souvenir. Donc cette émotion-là, il faut la débrancher quelque part, un peu comme on débrancherait un câble d'une prise. On va débrancher l'émotion du souvenir. Et avec une technique qui est un petit peu longue, qui va quand même durer une bonne heure, on va dire, on va amener, alors le sujet n'est pas en souffrance du tout pendant ce temps-là, on va amener à restituer le souvenir pleinement, mais sans aucune émotion. Il deviendra neutre. Et du coup, la phobie aura disparu. Il n'y aura plus de phobie. Alors ça marche pour toutes les phobies. Phobie des animaux, phobie des ascenseurs ou tout type de phobie. Je vous interromps. Est-ce que ça marche pour la phobie du dentiste, justement? Oui, aussi. Voilà, aussi. Très bien, très bien. Alors vous pourriez peut-être faire un cabinet ensemble, le dentiste et le spécialiste en PNL, pour désensibiliser les gens face à la phobie des dentistes. Ça marche très très bien. Et même en hypnose, le traitement des phobies, qui est assez similaire en hypnose, fonctionne très bien sur la phobie des dentistes. On pourrait surtout imaginer de transmettre le bruit de la fraise qui fait tant peur aux Français et essayer de jouer sur ça. On peut. C'est quelquefois frustrant parce que j'avais un sujet qui était venu me consulter pour une phobie du dentiste justement et qui au début de la séance, juste le fait d'évoquer le siège du dentiste était terrorisé. Et à la fin de la séance, c'est très frustrant. On parlait de la roulette, du siège et de la séance qu'il allait super chez le dentiste et plus rien derrière. Alors, je vous interromps, justement, souvent au cabinet, beaucoup de patients ne viennent pas au cabinet par peur du dentiste, justement par phobie du dentiste. Des patients viennent au cabinet parfois avec des dents très délabrées parce qu'ils n'ont pas vu un dentiste du fait de la phobie d'un mauvais souvenir, justement, dans les années passées. Une scène un petit peu violente, peut-être. Oui, par exemple. Nous allons passer à la question suivante sur le retrait social. On va définir ensemble ce qu'est le retrait social et la différence avec la timidité. Cette question nous vient d'Eva de Nice qui dit « J'ai du mal à aller vers les autres. Je suis toujours en retrait dans les situations sociales. La PNL ou l'hypnose peut-elle m'aider ?» Tout à fait. Tout à fait. Le retrait social dans ce cas-là, c'est une personne qui n'a pas acquis les bons comportements sociaux, qui n'a pas acquis la souplesse et le savoir-être en société, qui ne sait pas aller avec fluidité d'une personne à l'autre, d'une conversation à l'autre. Elle peut l'apprendre, et l'apprendre très rapidement. On va se servir dans ce cas-là d'un modèle. On va prendre comme référence un proche ou quelqu'un de son milieu familial ou de son milieu professionnel et le voir agir en société. Et on va lui demander de s'imaginer voir agir cette personne dans un cadre social, un cocktail ou une sortie au restaurant ou quelque chose comme ça, et de voir tous les comportements qu'elle a et la façon corporelle de bouger. Comment son corps bouge, comment elle passe d'une personne à l'autre. Et nous sommes une cybernétique, c'est-à-dire que nos pensées sont générées par notre façon de nous comporter corporellement et inversement. Donc du coup, on va lui demander de bien visualiser cette personne en œuvre dans un milieu social et de s'identifier à elle, de se projeter, de se voir à sa place, de se projeter à sa place. Elle peut par exemple imaginer un idole ou une star qu'elle aime et imaginer qu'elle est elle pour s'en sortir? Complètement. D'ailleurs, quand on n'a pas de modèles référents familiaux ou professionnels, on va se servir de films. Si je veux être Shakira, je peux quoi. Ça peut. On peut emprunter. Puisqu'on va générer ces comportements et ces ressentis corporels chez la personne. Et du coup, ça va installer progressivement, alors il faudra les régler, parce qu'elle n'est pas la personne, donc il faudra les régler, qu'il n'y ait pas de conflit interne chez elle. Elle ne se met pas à chanter dans la rue? Non, non, chanter non, mais se déplacer de manière plus souple en société et aller librement vers les autres, ça deviendra naturel. D'accord. Très naturel. Et ça prend combien de temps, donc, ce processus avec vous? Là, on fera le gros du travail en une séance et il faudra peut-être 2 séances après pour affiner la chose.
Donc en 2 C'est assez séances, elle rapide. se sentira beaucoup plus à l'aise en société. 2, elle- 3 séances, et elle aura Super. un comportement social qui va lui permettre après, automatiquement d'elle-même, de croître dans ce comportement et cette souplesse comportementale. Et avec Philippe Bernois, vous êtes satisfait ou remboursé? En tout cas, une chose est sûre, pour qu'il soit manager, André a dû réussir ses études, chose que Eléa a du mal à faire, étant donné que ça fait 5 ans qu'elle rate le même concours tous les ans. Elle est en échec scolaire, on peut le dire. En quoi la PNL ou l'hypnose peut-elle l'aider? On est face à un scénario d'échec, un schéma d'échec qui s'installe et qu'elle reproduit. Ce qu'il nous faut chercher là, c'est quelle est la croyance limitante qui se trouve derrière. Qu'est-ce que ça lui apporte, le fait d'échouer? Vous échouez une fois, vous échouez 2 fois, c'est normal. Elle échoue 5 fois de suite au même concours. répétitif. J'ai eu un cas qui est allé jusqu'à 9 fois. Et ce qui se joue derrière, c'est un système de valeurs. Si vous n'êtes pas en phase avec votre système de valeurs, vos valeurs profondes, vous avez beau intellectuellement vouloir quelque chose, vouloir en devenir, vouloir une réussite Oui, parce qu'on professionnelle, suppose qu'elle veut réussir. totalement, intellectuellement du moins, et inconsciemment, ça heurte et ça remet en question son système de valeurs. Elle est en train de poursuivre un objectif qui n'est pas en accord avec son système de valeurs inconscient. Très certainement, un schéma familial. Quelqu'un qui change de milieu familial par une réussite à un examen, par une réussite qui va lui ouvrir une carrière complètement différente, peut être, si elle vient d'un milieu qui n'est pas le milieu de cadre, par exemple, et qu'elle devient cadre, en rupture par rapport à son schéma familial. Et cela peut remettre en question le respect qu'elle doit à ses parents, cela peut remettre en question le fait que pour elle, ça sera plus facile de gagner sa vie que ne l'ont vécu ses parents, et quelque part, elle a l'impression de ne pas se donner le droit à cela. Il y a aussi peut-être une pression familiale, étant donné que ses parents ont peut-être pas fait d'études et du coup, elle se sent beaucoup plus dans surmenée par l'obligation ça. de réussir, et quelque part, si elle réussissait ses études, elle se mettrait au banc de la famille. Elle serait différente. Oui. Donc vous pensez que son échec, il est en elle, c'est elle qui ne veut pas réussir, elle Totalement, se l'interdit? oui. Chaque fois que vous développez un schéma d'échec, c'est un conflit entre vos valeurs conscientes et vos valeurs inconscientes. Et malheureusement, ce sont toujours les valeurs inconscientes qui gagnent. Mais on a des outils qui nous permettent de réajuster tout ça, de remettre en phase les valeurs conscientes et les valeurs inconscientes. Et si on ménage quelques croyances qui sont derrière, en les démontant un petit peu, on peut influencer ces valeurs pour qu'elle réussisse son examen. Alors concrètement, on lui fera un peu d'hypnose à cette jeune fille? Un petit peu d'hypnose et un petit peu de PNL. On fera les deux cette fois-ci. Et vous pensez que succès garanti Oui, à l'examen? Oui, sans problème. Si on lève ce frein-là, la croyance limitante qui est derrière, qui remet en question ses valeurs, à ce moment-là, si on la lève, il n'y a aucun problème. Et est-ce qu'on peut appliquer ce type de schéma à tous les échecs qui existent, professionnels, amoureux? Alors, pas ce type de schéma. Par contre, comprendre comment vous avez des schémas de réussite et des schémas d'échec, il y a une très petite nuance entre vos stratégies de réussite et vos stratégies d'échec. Ça tient à une toute petite variante de cette stratégie. Et quand on peut modéliser la stratégie de réussite, et tout le monde a des stratégies de réussite, on peut la reporter à ce moment-là. S'il n'y a pas de système de valeur remis en question dedans, ou de croyances limitantes, on peut reporter vos stratégies de réussite sur vos stratégies d'échec. Et vos stratégies d'échec deviendront des stratégies de réussite. Alors j'espère que vous avez bien écouté. Maintenant, je vais vous conseiller d'aller voir notre spécialiste et surtout de bien réviser, de vous enlever cette idée d'échec de votre tête. J'espère que vous allez bien réussir.